Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Maintenant, laissons toute la place à notre invité. Alors, mon invité, cette fois-ci, est Marc-André Fafard. Il est associé vice-président stratégie chez LG2. On m'a dit également que c'est un joueur de baseball hors pair dans lequel il a su faire une carrière fort intéressante. C'est ça, Marc-André? Oui, j'aurais pu... j'aimais beaucoup ça, mais anecdote, je me suis fracturé le bras sur le monticule en lançant l'humérus qui me cassait en deux depuis ce temps-là. C'est plus de la balle donnée que du baseball, mais oui, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Donc, Marc-André, je vais juste continuer ta présentation. On m'a soufflé à l'oreille de glisser ça. C'est pour ça que je te demandais si tu avais un sens de l'humour. Ça fait 15 ans qu'il travaille chez LG2. Il a collaboré, entre autres, avec Olimel, Banque Nationale, BMR, La Sonde, Sport Expert, Cordon Bleu, bref, une panoplie de clients importants. Mais je sais qu'il m'a dit aussi tout à l'heure qu'il n'y a pas de clients plus importants que d'autres, dans le sens qu'il n'y a pas de petits clients. Une philosophie dans laquelle je trouve ça super intéressante. On parle de marque, tout ça. Tu as donné une conférence ce matin vraiment incroyable, Marc-André. Je te lancerai sur la question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la valeur alentour d'une marque? C'est la question à 1 million, je dirais. Il y a plusieurs chemins, je pense, ou façons d'y arriver. Mais je dirais qu'un des critères les plus importants, ou même, je pense, la première étape, c'est de réaliser à l'interne le pouvoir que ça peut avoir, d'avoir une marque forte pour la business, pour les affaires, pour les gens, pour les talents. On prend pour acquis que tout le monde à l'interne connaît c'est quoi la marque, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'elle représente dans la tête des gens. Mais souvent, c'est un mythe. Ça n'intéresse pas tout le monde à l'intérieur d'une entreprise, la gestion d'une marque, puis s'assurer qu'une marque crée de la valeur. Mais je dirais que lorsqu'on a la haute direction, les gens en haut de l'échelle sont conscients de l'importance que ça peut avoir, tout département confondu. Je ne parle pas juste du marketing, je parle vraiment que ce soit finance, opération, ressources humaines, culture et talent, R&D, peu importe. Si tout le monde a conscience que la santé de cette marque-là doit être protégée, doit être chérie, encouragée, je dirais que c'est le point de départ. Le point de départ pour y arriver. Puis après ça, c'est un exercice qui peut être assez long. Ça se fait pas sur un coin de table non plus. Mais je dirais vraiment que créer une marque qui va générer de la valeur à la base, ça commence aussi par beaucoup d'introspection. Faut rien inventer. Okay. Les consommateurs, les gens, ils vont le voir. T'sais, si c'est pas crédible, si on sent que c'est pas lié avec l'expérience produit ou le service qui est offert, ou les gens vont s'en rendre compte. Fait que la première étape, je dirais que c'est un travail d'introspection à l'interne, de se poser les bonnes questions, d'aller chercher les bonnes infos, d'avoir aussi un avis externe. C'est pour ça souvent que les entreprises vont faire affaire à un partenaire externe, que ce soit un consultant, que ce soit un pigiste, que ce soit une agence, peu importe. Mais c'est que ce regard-là, externe-là, il n'est pas biaisé par des années à l'interne pas, je vais dire d'usure, c'est pas ça que je voulais dire, mais je dirais de fausses perceptions, de bonnes perceptions ou de plis ou de choses qui sont passées dans le passé qui peuvent teinter un peu la réalité qu'un consommateur, lui, n'est pas conscient de toute cette historique-là, va voir une marque souvent pour la première fois en tablette ou à la télé ou peu importe le point de contact et se rendre compte que, OK, ça m'interpelle. C'est une marque qui va venir jouer un rôle dans ma vie ou qui partage les mêmes valeurs ou qui a la même conviction que moi, qui représente mon style de vie. Donc, je vais m'intéresser à elle, je vais lui donner une chance. Le rôle d'une marque, c'est, grosso modo, c'est un peu ça aussi. Là. C'est le premier achat. Puis après ça, la qualité du produit, du service va le fidéliser. Comment est-ce qu'on peut créer une marque qui va interpeller? Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, les gens sont bombardés de communication, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comment est-ce qu'on peut, dans le fond,
positionner vraiment une marque de façon efficace? Ouais. Bien, je dirais qu'il y a quatre éléments à cocher, 4 critères ou 4 concepts à venir identifier pour bien positionner une marque dans le marché. Le premier élément, c'est les piliers de la marque. Donc, qu'est-ce qui fait que la marque aujourd'hui va avoir du succès? Ici, on regarde, on passe les gens en entrevue, on regarde la recherche. Pourquoi les gens achètent notre produit, notre service? Pourquoi les gens consomment notre marque? Puis souvent, on va avoir des réponses assez claires et c'est ces éléments-là qui deviennent des piliers de la marque, justement, pour se dire « Bon, bien, parfait, c'est ça qu'on met de l'avant. Tu vas me consommer en tant que marque, donc voici les raisons principales. » Donc, premier point, c'est à propos de l'entreprise, c'est à propos de ce qu'on offre. Le deuxième point, c'est à propos du consommateur, c'est l'insight. Quel rôle on va venir combler dans sa vie? Ça peut paraître peut-être un peu prétentieux de dire qu'une entreprise va venir jouer un rôle dans ma vie, mais grosso modo, c'est la réalité. Les gens s'identifient à des marques. Il y a des bénéfices qui vont être comblés, que ce soit le besoin de sécurité, le besoin d'aventure, le besoin de s'épanouir, le besoin de découvrir, peu importe. Est-ce qu'on est capable de jumeler, d'ancrer cette marque-là dans un besoin émotionnel qui est crédible et qui est pertinent pour la cible? Donc, c'est une marque qui ne s'adresse pas aux consommateurs, c'est une marque qui va parler dans le vide au final. Le troisième point, je dirais, c'est au niveau culturel. C'est une marque, il faut qu'elle soit ancrée dans la culture d'aujourd'hui. Une marque qui n'est pas pertinente culturellement, c'est une marque qui est poussiéreuse, c'est une marque qui est dépassée, c'est une marque qu'on va voir que peut-être ses jours achèvent. Donc, c'est de regarder ce qui se passe un peu alentour, quelle tendance, c'est une tendance, ça peut être dans le domaine alimentaire, ça peut être dans le domaine culturel, social, comportemental, technologique, des trend reports, il y en a des centaines à tous les ans, ça se renouvelle, c'est une business en soi. Donc, de regarder dans ces rapports-là de recherche qui sont émis, qui concernent l'industrie dans laquelle la marque évolue, puis de voir est-ce que je peux m'ancrer dans une de ces tendances-là, puis surfer dessus pour avoir une pertinence culturelle. Parce que ça reste un produit comme une marque, comme un autre. Et le dernier point, je dirais que c'est un peu propre à nous chez LG2, mais on croit que les marques doivent avoir une conviction, doivent se commettre sur un enjeu, que ça soit social, que ça soit comportemental ou que ça soit un enjeu d'affaires, mais d'avoir une position claire sur quelque chose qui rejoint le consommateur et de le verbaliser, de ne pas avoir peur. Puis cette conviction-là, si le consommateur la partage, bien, moi aussi, je pense la même chose que cette marque-là. Donc, on est peut-être fait pour s'entendre. Donc, déjà là, on va rentrer dans une phase de consommation au niveau de la considération, au niveau de la loyauté. Est-ce que c'est un élément qui peut permettre une fidélisation quand même quand la marque se commet? Oui, exactement. On regarde un exemple assez célèbre, Patagonia, qui eux croient que sont en business pour sauver la planète. Ça n'en cache pas, c'est écrit sur leur site web, c'est explicite un peu partout. Mais quand puis ils font beaucoup de campagnes aussi sur la surconsommation. Ils surfent sur la tendance de la surconsommation. Ça peut être contre-intuitif pour une business, mais au final, eux, ils croient profondément que leur business, bien, ils l'ont créé, le fondateur a créé Patagonia pour sauver la planète. Donc, ça donne des campagnes comme « Achetez pas ce gilet-là si vous n'en avez pas besoin ». Quand ils ont eu des crédits d'impôt, ils ne sont pas mis ça dans les poches, ils l'ont redonné justement à des organismes environnementaux aux États-Unis. Mais c'est assez primordial de le faire sur ce côté-là. J'ai perdu le fil dans mon exemple. Je me suis posé la question. Non, je te disais, dans le fond, est-ce que ça devient un outil de fidélisation? Oui, exact. Donc, les consommateurs qui pensent la même chose, qui se sont dit « Hey, on surconsomme ben trop », à quelque part, ces gens-là vont devoir quand même s'acheter des chandails, puis des souliers, puis des trucs qui ne se promèneront pas nus dans la rue ou peu importe. Donc, si je pense ça profondément en tant que consommateur, c'est dans mes valeurs de ne pas surconsommer et que je vois une marque qui s'affiche comme ça, il y a un lien émotionnel très fort qui se crée pratiquement automatiquement. Ce que je trouve intéressant, dans ce que tu viens de donner comme exemple, c'est le fait de dire, Patagonia ont quand même respecté cette valeur-là et ce positionnement-là qui fait en sorte que les décisions
qui viennent avec. Des fois, ce que je trouve dommage dans certaines marques, c'est que leur décision ou ce qu'ils vont faire, leur positionnement, des fois, va aller à l'encontre un peu de ce qu'ils promettent. Ah oui. Puis là, ça devient comme en dissonance, puis ça amène de l'incohérence. Puis des fois, on dirait, à ce temps, les gens, tu sais, ça ne veut pas que les réseaux sociaux, les gens ont tendance à exprimer leur mécontentement plus facilement, donc ça peut devenir un terrain glissant. Exactement. L'incohérence, c'est un des ennemis principaux d'une marque forte. Quand je parle de cohérence, je parle pas de répétition. Souvent, on va confondre les deux. De la répétition, c'est de faire la même chose, de dire la même chose de la même manière aux mêmes personnes avec le temps. Il y a de l'usure qui va se créer. La cohérence, c'est s'assurer que chaque geste qu'on pose, chaque décision qu'on prend, soit en lien avec la stratégie de marque au final, sur ce côté-là. Donc, puis oui, on le voit, les consommateurs maintenant ont des tribunes pour soulever ces incohérences-là et en parler et le clamer haut et fort. Et c'est facile de boycotter ces marques-là parce qu'ils font preuve d'incohérence ou justement de moins les considérer au final dans une échelle peut-être un peu moins grande, mais c'est vraiment important. Marc-André, j'aimerais utiliser ton expertise. Un gars d'agence, une grande agence, vraiment magnifique. Moi, je l'ai vraiment, dans nos joyaux québécois, je pense que ça en fait partie, puis je dis pas ça pour être gentil. Je vais passer le mot à mes collègues. Tout à fait. Sur le plan local, moi, je m'appelle Benoît, je décide de développer un produit. Je veux réfléchir une marque. Est-ce que c'est possible dans ce monde dans lequel il y a tellement de création, il y a tellement de choses. Tu as des grandes firmes, des grandes entreprises. Vous travaillez avec des grandes entreprises. Moi, je suis petit, je commence, je pars par quoi? Puis est-ce que c'est possible de construire une marque qui est évocatrice? Est-ce que je peux faire un jeu de mots avec le baseball? Est-ce que je peux faire un grand chelem? Un grand chelem, oui, c'est possible. Puis souvent, l'erreur que les entrepreneurs vont faire, c'est des gens passionnés, c'est des gens avec plusieurs chapeaux au départ, surtout. C'est leur bébé, ils veulent le protéger. Et ils vont essayer de porter le chapeau marketing aussi en même temps, puis de développer une stratégie de marque, un bon positionnement. Il faut un peu, pour un entrepreneur, un peu sortir de son corps, puis de voir ça de l'externe, puis de considérer le marché, le consommateur, puis bâtir la marque en fonction de qui je veux m'adresser et non en fonction de moi, comment je vois les choses. Donc, c'est vraiment une posture qui est assez délicate pour un entrepreneur parce que depuis le début, c'est quelqu'un qui va s'investir corps et âme dans son entreprise, dans le démarrage de son entreprise, dans ses premières phases de croissance pour justement pouvoir réaliser ses rêves. Puis, quand on arrive pour un entrepreneur à passer cette marque-là, souvent, ça va être des cordonniers un peu mal chaussés. Le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est qu'il faut y penser le plus rapidement possible. J'ai des anciennes collègues qui sont partis en affaires, sont partis de l'agence, sont partis en business et la marque a été réfléchie au même moment que le plan d'affaires. Ça a été réfléchi en simultané. OK. Plan d'affaires et là, tu réfléchis à ta marque. Exactement. Je vous dirais que ça, c'est l'idéal, mais le plus tôt possible de réfléchir à qu'est-ce que je veux représenter dans le marché. Et là, on parle pas de logo. Là. Non, exactement. T'sais, dès le départ, ces deux femmes-là qui sont en affaires ensemble ont décidé, au-delà du plan d'affaires qu'on veut mettre, voici notre stratégie de prix, qu'est-ce qu'on va faire comme niveau de distribution, ça va être qui nos fournisseurs, quel marché on veut s'attaquer. Ils ont mis sur papier vraiment les fondements de leur marque. Donc, ils ont défini leur positionnement, ils ont défini leur personnalité de marque, leurs convictions, leurs valeurs. Ça a été établi pratiquement dès le départ. Et ils ont fait les choses à l'inverse un peu, que normalement, il se passe dans le marché. Après ça, ils ont bâti leur plan d'affaires en fonction de la vision qu'il y avait pour cette entreprise-là. Donc, c'est un cas d'exception, mais je pense que c'est un cas qui doit faire un peu école parce qu'ils l'ont réfléchi le plus tôt possible et ça leur a évité de peut-être prendre des tangentes qui n'étaient pas idéales ou de recommencer le travail aussi un peu plus tard dans l'histoire de l'entreprise. Mais ça peut se faire. Puis je vous dirais de bien vous encadrer. Des fois, c'est pas nécessairement de faire appel à une agence nécessairement, mais ça peut être un consultant externe
ou une agence peut-être plus locale aussi. Tu sais, il n'y a personne, tout dépend des philosophies d'agence, mais tu sais, chez nous, tu l'as mentionné un peu, Benoît, en début d'entretien, mais pour nous, il n'y a pas de grands et de petits clients, il y a juste des grandes ambitions. Il y a juste des clients avec des grandes ambitions. On a des clients de très grande envergure comme des Bell, de l'Auto-Québec, Hydro-Québec, mais en même temps, on travaille aussi avec des vignobles de familiaux. On travaille avec des entrepreneurs beaucoup plus locaux. On a travaillé avec Tundra, justement, les légumes en serre, avec Mag, la mayonnaise qui est là depuis les tarifs. C'est une marque qui a le vent dans les voiles. Des festivals locaux, le tourisme Abitibi, mais c'est des marques qui ont des ambitions claires et des ambitions très... qui nous parlent beaucoup en tant qu'entrepreneur. Tu sais, LG2, on est encore une firme indépendante. On est géré par des entrepreneurs aussi encore. Donc, ces histoires-là nous touchent beaucoup, puis on s'investit corps et âme, peu importe la taille du budget, si les gens les connaissent. Mais pour nous, c'est faire rayonner ces entrepreneurs-là au Québec. Il y a une phrase que tu as dite dans ta conférence de ce matin. Dans le fond, le marketing, c'est pas du gras, c'est du muscle. Oui. Écoute, cette phrase-là m'a résonné comme une tonne de briques, là, dans le sens que c'était comme « wow ». Parce que des fois, les gens, ils pensent que cet investissement-là, parce que, tu sais, on fait allusion de dire dès le départ, est-ce qu'on peut penser à l'image de marque? Tu sais, l'image de marque, on parle de, oui, mission, vision, valeur, souvent quand on va développer le management de l'organisation, mais tu sais, maintenant, dans le fond, un petit truc, faites juste penser à votre image de marque parce que c'est ce que vous allez véhiculer. Puis c'est aussi ça qui va permettre de diriger notre centre de décision également. Et là, je reviens sur ta citation. Dans des situations difficiles, est-ce qu'on doit couper dans le gras? Ou est-ce qu'on arrête d'entraîner notre muscle? Ben, tu sais, coupons dans le gras, oui, certainement, mais en temps de crise, que ce soit crise économique, crise financière, passage à vide, peu importe, en ce moment, je dirais que c'est l'incertitude économique qui doit préoccuper beaucoup d'entrepreneurs. Et le réflexe, et avec raison, c'est de se dire, bon, ben, on va couper dans ce qui est un peu superflu, on va couper dans le marketing. Mais au final, c'est qu'on met un peu l'entreprise, la marque sur pause dans la tête des gens. Si on arrête d'investir ou on les diminue drastiquement, le retour va être beaucoup plus difficile parce qu'on a pris un peu de retard. On s'est mis sur pause. Et si nous, on se met sur pause, est-ce que nos concurrents vont le faire aussi? Est-ce qu'ils vont profiter de, justement, l'absence ou la décroissance d'investissement dans leur industrie pour se dire, bien, nous, on continue, puis on augmente la cadence ou on maintient les rythmes, puis lorsque on va être en sortie de crise, il y a un écart qui va s'être creusé entre les entreprises qui ont maintenu les investissements de marketing parce qu'ils ont considéré ça comme un muscle versus celles qui ont coupé parce qu'ils disent, de toute façon, c'est du gras, on en a plus ou moins besoin, puis on va réinvestir quand ça va bien aller. Mais le marketing est encore plus important quand ça va mal. Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, toi, tu es un stratège, Ouais. tu es quelqu'un qui connaît ça. Écoute, tu as des grands budgets, des petits budgets. Ouais. Je suis convaincu que si je te pose la question, dans le fond, il y en a des fois, ça arrive qu'il y a des dépenses, là, dans le sens que des mauvais placements. Pourrais-tu nous parler un peu de l'importance d'avoir une bonne stratégie dans la mer de choix que nous avons actuellement comme moyen de faire du marketing? Bien, la stratégie va éviter l'impulsivité et un peu, je dirais, l'opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de tous et chacun, pratiquement en temps réel. C'est lorsqu'on s'entend à l'interne sur une stratégie de marque, sur une stratégie média ou sur un plan marketing pour les 2-3 prochaines années. Après ça, ben, ça donne des balises, ça donne un alignement pour la suite des choses. Parce qu'après ça, lorsqu'on a des demandes à gauche ou à droite, que ça soit des fois, ça peut venir du président qui a eu un flash. « Hey, j'ai vu quelque chose, on devrait faire la même affaire ou on devrait... » Là, tu ressors ton plan, c'est comme... Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on avait décidé. On va créer de l'incohérence dans le marché. Puis c'est de poser la question, pourquoi? Bien, pourquoi cette initiative-là, cher président, tu trouvais ça intéressant? Puis c'est de comprendre, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils trouvent qu'on est moins à l'avant-garde que nos compétiteurs? Est-ce parce qu'on n'est pas assez, je dirais, sur nos orteils pour saisir un peu ce qui se passe dans
dans la culture du moment, puis d'être un peu plus réactif des fois. D'avoir un plan, ça ne veut pas dire de pas permettre ce qui n'était pas prévu à la base, mais c'est de respecter cette ligne directrice-là qui est établie dès le départ. Tu sais, j'ai un exemple pas plus tard que la semaine dernière, on travaille avec BMR. Puis un de leurs concurrents, c'est Rona. Puis Mike chez Rona, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est qui ça, Mike? Je connais pas. Mais c'est quelque chose qui marque. Puis il est venu nous voir. Puis avec raison, là, ils font beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de cap? Est-ce qu'on réagit? On a-t-il la bonne stratégie de marque? Puis... Mais BMR, là, vous utilisez Hugo Girard, sauf erreur. Est-ce que je suis dans l'erreur? Plus maintenant. OK, c'est bon. BMR a pris un virage de vraiment plus s'adresser aux professionnels de la construction. C'est un offre qui est extrêmement régional, très fort auprès des agriculteurs. Quand tu rentres dans un BMR, tu n'as pas 12 sapins de Noël, 43 parasols, puis 1 million de modèles de lampes et de décorations. Ce que tu vas avoir, c'est du rough. Ce que tu vas avoir, c'est des items pour les agriculteurs, pour les constructeurs. Donc, c'était déjà dans l'air. Donc, il y a un positionnement qui a été fait, un parti pris de se dire parfait, nous, on a notre cible pour telle et telle raison. On est passé à travers un processus de stratégie de marque avec eux. Mais quand on a un Mike chez Rona qui débarque dans l'environnement concurrentiel, sans cette stratégie-là, on aurait pu céder à la mode panique. Mais là, on s'est dit, on a travaillé sur notre stratégie pendant longtemps. Ça a été approuvé à l'interne. Tout le monde est d'accord. Ça l'évite justement peut-être les erreurs, les gestes un peu impulsifs en fonction aux réactions. Oui, parce que ça aurait pu, comme tu dis, le stunt que Mike Chirona a créé. Exact. Oui, c'est un stunt. Puis honnêtement, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ça fait longtemps que j'ai pas remarqué un stunt publicitaire aussi qui a fait le buzz. Oui. Je pense que je suis un peu jaloux. Tu sais, le dernier, je pense, c'est le haha de Family Prix. Oui, ça va marquer... pour moi, ça va marquer la culture publicitaire comme le lait l'a fait. Oui. Comme Bell le fait à l'époque. Comme Family Prix le fait. Comme Maxi aussi a réussi à le faire. Pour moi, ça rentre dans les grandes ligues, dans les grandes campagnes de l'histoire. Le défi, puis j'ai hâte de voir la suite, c'est comment je me renouvelle. Comment j'évite de tomber dans un mécanisme où je vais répéter la même chose, je vais sortir le même truc. Tu sais, là, on voit déjà, il y a fait une campagne avec McDo récemment. Comment ne pas s'essouffler avec ça? Ça va être un super beau défi pour ce côté-là. Mais pour revenir à ta question, puis à BMR, on aurait, avec ce positionnement-là qu'on a eu de s'adresser vraiment aux professionnels du domaine, on a été capable de dire, bien, parfois, on continue. Parce qu'on ne s'adresse pas à la même cible. Mike chez Rona, je ne pense pas que ça convainc tant que ça un plombier, un mécanicien de carrière, un électricien de carrière ou un entrepreneur d'aller chez Rona. Il y a d'autres éléments qui vont le faire, mais c'est peut-être pas cette campagne-là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, moi qui n'ai pas capable de changer mon tuyau de sécheuse en arrière, mais Mike me parle. Donc, c'est deux cibles différentes complètement. Exactement. Puis c'est là-dessus que je veux revenir, la cible. Oui. Parce que effectivement, avec ce que tu racontes, notamment sur BMR et leur choix, c'est sûr que eux, puis là, écoute, je veux pas qu'on tombe dans les détails, mais on s'entend que le processus d'achat par rapport à cette cible-là est pas le même que monsieur, madame, tout le monde, par exemple, qui a été touché par Mike, en quelque sorte. Exactement. Tu sais, BMR, je retourne on a parlé de pilier de marque au départ, mais BMR est réputé pour son aspect local. C'est des marchands locaux dans les régions qui font partie des communautés. C'est le quincailler avec le meilleur service. Donc, les employés qui sont en arrière des comptoirs ou qui sont dans les allées, c'est les plus expérimentés, ceux qui sont capables de mieux accompagner la clientèle. C'est une cour à bois immense, BMR. Donc, il y avait les éléments existants pour s'adresser à ces professionnels-là. Donc, ces deux créneaux, on peut sembler penser qu'ils s'attaquent au même monde. Bien sûr, il y a, en bon français, de l'overlap, mais c'est deux stratégies de marque complètement différentes l'une de l'autre.
Puis écoute, je trouve ça le fun qu'on en parle parce que, tu sais, dans un marché concurrentiel, tantôt on parlait du muscle puis du gras. Ouais. Quand tu as une bonne stratégie, puis que tu sais où ce que tu t'en vas, puis que justement, que là, tu t'aperçois qu'il se passe de quoi, ben, ça veut pas, tu n'es pas responsable de ce que la concurrence va faire, va réagir, puis les résultats qu'ils vont obtenir. Quand on sait où c'est qu'on s'en va, notre positionnement, notre cible, et ainsi de suite, qu'on sait qu'est-ce qu'on s'en va, là, à ce moment-là, on est un peu moins ébranlable parce qu'effectivement, comme tu dis, on aurait pu... on aurait pu tomber dans la panique. Une stratégie de marque, là, en moyenne, va durer un bon 5 ans facile. À moins qu'il y ait des événements qui arrivent qui permettent de renouveler ça. Mais je dirais en moyenne, c'est un bon 5 ans parce qu'on planifie pour l'avenir. Quand on bâtit la stratégie de marque, oui, on s'assure de regarder en ce moment, au moment où on se parle, est-ce que ma stratégie est légitime? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou je dis n'importe quoi? Donc, premier critère. Est-ce que c'est pertinent pour la cible? Si c'est pas pertinent pour eux, on perd un peu notre temps. Et le troisième point, c'est est-ce que c'est différent de ce qui se passe dans le marché? Est-ce que c'est différent de la compétition? Donc, ces 3 éléments-là sont extrêmement importants lorsqu'on l'établit. Puis si on fait bien les choses, bien, ça va durer aussi dans le temps parce qu'on doit s'assurer de la pérennité de la stratégie. Faut savoir bien, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années au niveau recherche et développement. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux produits, des nouveaux services? Est-ce qu'on va vouloir aller dans un nouveau marché? Moi, la première chose que je demande à mes clients lorsque je commence une stratégie de marque, c'est le plan stratégique. C'est la Bible. Je regarde ça, puis ça va être la base. Ce que tu dis, là, pour moi, c'est de la musique. OK, bon. Parce que, sérieusement... C'est pas toujours le cas, hein? Non, ben c'est parce que ce qui arrive, c'est que moi, là, j'ai tout le temps eu une approche stratégie en marketing. Donc, que ce soit dans un plan média, que ce soit dans un plan de relations publiques, plan de com, tout ça, pour moi, la stratégie, l'intégration de tout ça est important. Et le volet management, donc toute planification stratégique, orientation, tout ça, moi, je pense qu'il faut que ça se parle. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de stratégie de marque en disant, ben, regarde, en fait, pas de stratégie de marque, mais de marque. Comment est-ce qu'on bâtit la marque à partir du point de départ? Ben, tu sais, si tu bâtis ta marque en même temps que ta structure, ta philosophie, ta mission, ta vision, tes valeurs, ben, ça va amener aussi un plan stratégique. Et ton plan stratégique, ben, c'est lui qui va orienter non seulement ta gestion, mais toutes tes actions de développement et ainsi de suite, et aussi toute ta stratégie de communication et toute la philosophie de marque qui est alentour. Puis sérieusement, ce que tu dis, moi, je trippe, c'est de la bombe. J'aime vraiment ça. Et je vais te relancer sur une autre question. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais d'un cycle de 5 ans à peu près. À peu près, oui. Donc, là, on parle de marque, mais de marque aussi, je dirais, un peu plus dans la communication externe. Est-ce que je pourrais l'interpréter comme ça? Oui. Comment est-ce qu'une entreprise fait à la fin de ce cycle-là, ou quand elle s'aperçoit qu'il y a un essoufflement, comment est-ce qu'elle doit, dans le fond, retravailler cet aspect-là? Parce que, tu sais, comme la marque, on l'associe beaucoup à la façon de gérer l'entreprise, la philosophie, tous ces éléments-là. Bien là, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus que tu crées une incohérence en changeant je dirais la structure managériale. Oui. Donc, comment tu comprends-tu ma question? Oui, comment tu réajustes ton volet communicationnel? Je dirais ça passe principalement dans... Il faut développer une culture de la mesure. Au bout de 5 ans, si on fait bien les choses, on va savoir année après année l'évolution de mon taux de notoriété, l'évolution de mon taux de considération, l'évolution de l'engagement de ma clientèle, l'évolution de la perception sur certains éléments, comment les gens nous perçoivent. Tu sais, au départ, si on fait les choses, bon, on veut vouloir poser des questions. Par exemple, lorsqu'on a travaillé à l'époque avec Oasis, qui appartient à La Sonde, ben nous, on voulait savoir est-ce que ça s'adresse aux familles? Est-ce que c'est une marque qui... On posait la question là, clairement dans les sondages qu'on faisait passer. Oasis, c'est une marque pour ma famille. Et là, les gens répondaient oui, tout à fait, non, pas du tout. On est capable, si on fait cet exercice-là tous les ans, on va avoir des mesures. Donc, quand on arrive au bout d'un cycle, puis on sort les données, on va voir l'évolution positive ou négative de certains éléments. Puis au bout de 5 ans, bien là, après ça, il faut ressortir. On regarde la compétition à 5 ans est rendue où? Est-ce que les opportunités dans le marché sont au même endroit?
Au bout de 5 ans, en théorie, on va avoir un nouveau plan stratégique. Oui. Un plan stratégique, d'habitude, c'est 5 ans. Là, il y a une tendance vers plus du 3 ans parce que ça bouge. Là. Oui, ça va trop vite. 5 ans, c'est une stratégie très, très, très à long terme aujourd'hui. Exactement. Donc, on est plus dans du 3 ans sur ce côté-là. Mais il faut vraiment regarder ces mesures-là pour prendre une décision. Après ça, est-ce que j'ai besoin d'une révolution ou j'ai besoin d'une simple évolution? Donc, c'est vraiment après ça 2 directions. Est-ce que j'ai besoin seulement de tweaker certains éléments pour arriver redevenir pertinent, légitime, différencié dans le marché, ou j'ai besoin de faire un virage à 180 degrés et de changer mon positionnement. Ou peut-être ajouter un segment de marché à qui qu'on s'était jamais adressé. Est-ce que ça pourrait être une alternative? Ça pourrait être une alternative aussi, mais souvent, la stratégie de marque va venir après, je dirais, la stratégie d'affaires de dire, parfois, on va attaquer un nouveau marché ou un nouveau segment de marché, par exemple, on va développer ou on va faire une acquisition complémentaire à ce qu'on offre déjà. La stratégie va venir après ces éléments-là parce que sans dire que la stratégie de marque est un peu l'enrobage de l'entreprise, mais c'est un peu ça. C'est ce que les gens vont voir, c'est ce que les gens vont remarquer en premier, c'est ce qui va les interpeller. C'est le crémage sur un gâteau. Tu as le goût de manger un gâteau, mais c'est parce que souvent, tu vas être attiré par son extérieur, puis là, tu vas croquer, tu vas le manger, puis tu vas dire « Ah, mon Dieu, c'est un bon gâteau, donc je vais consommer le produit, le service, et tu vas faire « Ah, mon Dieu, ça me plaît ». Donc, c'est vraiment un peu une analogie un peu bizarre que je fais avec les gâteaux. Mais, ça me donne quasiment le goût de manger un petit peut-être parce que j'ai faim, là, aussi. Là, c'est bon. Peut-être parce que ça. Écoute, Marc-André, je pose la question à tout le monde. Bien sûr. Là, je pourrais continuer. Sérieusement, là, si je m'écoutais, je continuerais. Je continuerais. Ouais. Parce que c'est vraiment intéressant. Écoute, je veux te poser la question que je pose à tous mes invités. Pourquoi il est important de s'occuper de son image de marque rapidement? Là, scène-nous ça en 25 minutes. Parce que c'est de la manière que tu te présentes au monde. C'est la première interaction que les gens vont avoir avec ton entreprise, c'est à travers l'image de marque. Ça ne veut pas tout dire, bien entendu, mais c'est ce que tu veux projeter. C'est la première impression, c'est souvent la bonne. On a juste une chance de faire une bonne impression. Tu sais, chez LG2, on fait beaucoup d'emballage, beaucoup de packaging, de design de packaging. Et les gens, c'est un art. Les gens, ils prennent en moyenne 3 secondes devant une tablette pour dire « je prends tel produit versus un autre versus son compétiteur ». Et l'emballage, ben, c'est son rôle. C'est la première vente. Et après ça, la qualité du produit va fidéliser ou non le consommateur. Mais une image de marque, c'est la même chose. On est tellement sollicité pour notre attention. T'sais, en moyenne, on va être en contact avec 5000 marques dans une journée. Si on va à l'épicerie, ça monte à 25 000. 5000 marques? 5000 marques. Puis à l'épicerie, 25. Oui, si on va à l'épicerie, là, ça monte. Fait que ton image de marque, c'est ta chance de te démarquer dans ta journée pour ton consommateur, de te faire remarquer. Donc, c'est primordial, c'est la première impression. Je trouve ça super intéressant. Maintenant, c'est à mon tour. Oui. Est-ce que je peux t'inviter à jouer à mon jeu sonore? Oui, allons-y. C'est bon. Le son crée une image. Il est temps de jouer. À quoi ça te fait penser? Donc, je vais te faire jouer quelques images sonores parce que c'est le brand et tout ça, l'image, c'est pas juste avec le visuel, c'est aussi avec l'audio. Alors, je vais commencer facilement et par la suite, je vais te tester. Là. Donc, j'en ai 5, mais des fois, je me rends à 3. OK, parfait. Donc, faut que j'évoque à quoi ça me fait penser? Exactement. Okay. À quelle compagnie ça te fait penser? OK, parfait. C'est parce que c'est vraiment associé à des entreprises. OK. C'est bon? Oui. On est parti. Ah, ça, c'est McDo. Ben oui. Jingle, même pas besoin de mots, juste le sifflet, on le reconnaît. Exactement. C'est vraiment bien fait. Oui. Prochain. Le son crée une... Oups, c'était pas le bon. Le son crée... Et j'aurais pas pu dire, j'aurais inventé quelque chose. Il est pas assez fort. C'est mon jingle d'ouverture. Je me suis trompé de piton. Correct. Netflix. Ben oui. Et ça, fait intéressant. Netflix a lancé un magazine. Et le magazine, son nom... C'est Kaboom ou Badoom, mais c'est la signature sonore. Ils ont donné le nom du magazine à leur signature sonore tellement qu'elle est forte. Ah, c'est-tu Tadam? Exactement. J'ai dit Kaboom, Badoom, mais c'était Tadam. Exactement. Parce que c'est vraiment... On le reconnaît. Exactement. Écoute, celui-là,
Il n'y a personne qui l'a manqué Universel. jusqu'à maintenant. Prochain. Je l'ai dans ma tête. 20th Century Fox. Exact. J'ai beaucoup trop écouté Les Simpsons quand j'étais plus jeune, je pense. C'est ça qui se passe. T'es vraiment bon. Écoute, je vais y aller avec un plus difficile. OK. Celui-là, je le sors rarement, mais il est difficile. HBO. Alléluia! HBO, ben oui. Ça aussi, ça trahit un peu mon âge, mais Les Sopranos, ben ça joue toujours au début, là. C'est génial. Ben, à ce moment-là, je vais y aller avec vraiment... Écoute, à date, c'est un 4 sur 5. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir un 5 sur 5? C'est parti. Ah, j'ai AT&T, mais... Non. Intel Inside. Ouais! Ah, Mesdames et messieurs, on a un 5 sur 5. J'étais proche. Marc-André, sérieux, ça fait un plaisir. Oui, Une très vraiment. belle rencontre. Je suis Merci, vraiment Benoît. content. Merci d'avoir accepté. Puis écoute, si tu es dans la région ou si tu viens dans le coin du Mont-Édouard, tu me textes, on va s'organiser un petit quelque chose, mon ami. Excellent. Merci, Benoît. Merci à toi. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur si-saguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ici, on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien.